Bonjour tout le monde, nous sommes réunis avec Pascal Morel c'est un cabinet Hortus, de la société Hortus, et puis qui aujourd'hui représente l'Université du Change Management en médecine, l'UC2M, qui est un think tank auquel Unicancer est partie prenante, sur lequel Unicancer est partie prenante, et plus particulièrement du groupe ONCO, qui est un groupe spécialisé en cancérologie au sein de ce think tank. Et on va aujourd'hui vous présenter nos différents travaux en matière de prévention, parce que vous le savez, c'est un sujet absolument prioritaire en cancérologie. On dit que 40% des cancers sont évitables. Ça fait beaucoup de cancers qu'on pourrait éviter. Le cancer, c'est près de 160 000 morts par an en France. C'est 400 000 nouveaux cas par an. Et puis, c'est 4 millions à peu près de personnes traitées. Donc, ça fait quand même un gros volume de patients. On sait que ce nombre va augmenter pour des raisons strictement démographiques. Pour des raisons environnementales également, hein, la conjugaison de dégradation de notre environnement, l'eau, l'air, les facteurs environnementaux sont à l'origine de cancer aujourd'hui, on le sait. Et puis tout simplement, on vieillit. Et puis aussi, on meurt moins du cancer. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais il y a plus de cancer. Et donc, on va apprendre à vivre avec le cancer. En tout cas, ça change complètement l'approche des prises en charge et aujourd'hui, ça nous oblige à déployer des politiques de prévention qui sont, selon la Cour des comptes, c'est pas mon opinion, mais qui sont quand même largement aujourd'hui inefficaces. Et donc, il faut mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre de couper court à un certain nombre de cancers. C'est-à-dire, Axel Kahn disait, on ne peut pas éradiquer le cancer, mais il faut tout faire pour l'éviter. Et donc, c'est exactement l'approche que nous avons. Que ce soit Hortus, l'Université du Change Management ou Unicancer. Je passe la parole à Pascal. Merci Michael, et d'abord, j'ai une voix très cassée ce matin. Voilà, après 2 jours de Centre Expo, c'est un moment évidemment important. On est vraiment heureux et honoré d'être reçus ici par vous sur le stand magnifique d'Unicancer. Alors, donc je dirige l'université du changement en médecine, l'UC2M, qui est un groupe de professionnels et d'experts qui se réunissent autour de grandes thématiques de transformation du système de santé. C'est à la fois un groupe de réflexion, un groupe d'échange, un groupe d'analyse, un groupe de recherche autour des grandes transformations du système de santé. Le groupe est présidé par Dominique Meng et par le professeur Jean Sibilia, qui est actuellement le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et puis, nous sommes très organisés avec d'abord un groupe que l'on appelle le groupe des 100, c'est un groupe d'acteurs, de professionnels qui veulent s'intéresser à ces sujets de transformation, à leur vie professionnelle, mais également aux services qu'ils font, qu'ils procurent à l'ensemble des malades et d'une manière générale des citoyens. Alors, nous travaillons, un mot peut-être d'abord, sur nos méthodes de travail. Nous travaillons avec ce groupe des 100 autour à la fois de séminaires que nous organisons régulièrement, plusieurs séminaires par an sur de grands sujets politiques et d'organisation du système de santé. Nous avons un colloque annuel. On se retrouvera en septembre 2023. En général, un grand moment pour se retrouver, pour échanger avec les experts et avec les professionnels de santé. Et puis, nous avons des groupes thématiques. Alors, nous avons plusieurs groupes thématiques. Je le cite, mais je vais insister essentiellement sur le groupe thématique de cancérologie, puisque nous sommes ici accueillis chez vous par Unicancer. On a un groupe autour des épidémies. C'est difficile de ne pas l'avoir pendant toute cette période de crise sanitaire que nous avons traversée. Et donc, nous avons notamment travaillé autour du sida, du VIH, mais évidemment, très largement, nos débats ont été tournés, en tout cas centrés, autour évidemment du Covid. Avec une réflexion qui était importante, c'est d'essayer de comparer ce qui a été fait dans la compréhension, l'information, le fait que le sida avait été, il y a 20, 30 ans, enfin nous l'avions vécu, nous, et également en tant que soignants, avait été un moment extrêmement important qui avait et qui a encore sollicité, je dis sollicité, c'est un terme un peu vague, mais en tout cas qui a touché beaucoup de professionnels de santé.
Et dans une certaine mesure, les enseignements que nous avons pu tirer, enfin que le monde de la santé a pu tirer de son expérience de prise en charge du sida, a été sans doute utile, mais pas toujours réussi non plus, avec ce qui s'est passé pendant 2 à 3 ans avec le Covid, et qui n'est d'ailleurs peut-être pas non plus terminé. Alors, nous avons également pas mal d'événements auxquels nous sommes associés. Nous avons fait beaucoup d'émissions parce que nous pensons qu'à la fois il faut réfléchir sur les mécanismes de prise en charge, d'organisation, de questions économiques, de questions sociales, de questions éthiques, mais il faut également le faire savoir. Et ça, c'est de l'information. Le journaliste que je suis est évidemment très attaché au fait de faire comprendre, de vulgariser dans une certaine mesure ces questions difficiles que tout le monde ne comprend pas, et de les faire partager à la fois par l'ensemble des professionnels, mais également par les citoyens et donc par les malades. Ne jamais oublier cette phrase que j'utilise souvent et que je trouve vraiment, vraiment intéressante, celle de Macky Sall, qui a été le prix Nobel médecin sénégalais, je crois, ou ivoirien, je crois sénégalais, à vérifier. Macky Sall, et qui dit qu'il ne sert à rien de faire de la santé publique si on n'explique pas la médecine et questions de santé au plus grand nombre. Et on a vu, notamment dans cette période du Covid, que probablement, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'en réalité, les citoyens n'étaient pas toujours en situation de comprendre les grands messages de santé publique et de prévention. Donc, nous en arrivons effectivement à la cancérologie. Michael a rappelé quelques grands chiffres essentiels, avec, sur ce domaine de la prévention, des points, je crois qu'on peut citer, qu'on peut dire, négatifs. C'est-à-dire que notre pays, la France, si nous nous intéressons un peu à notre pays, on peut dire la prévention, ça ne marche pas. De manière assez brutale, mais, c'est là où il y a un espoir, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, peut-être que, également, nous y contribuerons ensemble. Vous y contribuez déjà, mais on peut encore aller plus vite. Ensuite, je crois qu'on a un retard en France considérable sur ces questions, même s'il y a évidemment des progrès, des choses qui se passent, des choses positives, la lutte, par exemple, contre le tabac, on peut considérer effectivement qu'il y a eu des progrès. Contre l'alcool, certainement pas. Voilà, il y a, même s'il y a des choses qui s'améliorent, il y a évidemment beaucoup de retard. Nos modes d'organisation sont certainement peu adaptés à des politiques de santé publique et de prévention. Et en particulier, au-delà de ce que l'on peut dire en cancérologie, on voit bien, il y a un rapport que je vous invite à lire, tout à fait récent, un rapport parlementaire d'un député sur la médecine universitaire et sur la médecine scolaire. C'est-à-dire prendre les enfants dès le plus jeune âge, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites. Notamment les 1000 jours sont lancés par les pouvoirs publics, par le ministère, a été sans doute un point positif. En revanche, indiscutablement, on peut considérer que l'organisation de la prévention à l'école que nous avons connue après la guerre, en 1945, le CNR de 1945, avec une organisation très poussée de la prise en charge, de la prévention, du diagnostic de maladies chez les enfants, aujourd'hui est devenue extrêmement déficiente. Probablement également, c'est peut-être moins important pour vous dans le milieu de la cancérologie, mais les professionnels sont peu formés à ces questions-là. On dit qu'un étudiant en médecine passe très peu d'heures à s'intéresser, à être formé aux questions de prévention. C'est sans doute également valable pour le personnel soignant. Alors, il y a évidemment des spécialistes très pointus, mais en revanche, ce sont des enseignements qui sont peu faits pour l'ensemble de la communauté médicale. Et on voit, dans le fond, on constate, à la fin de tout cela, quand on regarde ces points négatifs, on voit que les citoyens sont toujours mal informés, donc parfois réticents à suivre des conseils de prévention, à ne pas faire leur dépistage, en tout cas à passer à côté de ce que peut apporter
la santé publique. Alors, si vous voulez. Non. Alors, les chiffres et les constats, mais peut-être que tu pourrais. Oui, effectivement, moi j'ai prévu quand même deux, trois diapositives à vous présenter. Alors plus personne dit diapositive, mais je vais quand même le dire. Donc effectivement, dans ce que dit Pascal, c'est absolument fondamental. Le problème, c'est que on l'a vu, c'est pas la prévention, c'est pas une question de moyens, parce que la France consacre des moyens importants à la prévention. Le problème, c'est notre approche, c'est une affaire de mentalité. C'est pour ça que l'Unicancer s'implique notamment à travers l'UC2M, mais pas que, bien sûr. C'est pour ça qu'on se bat sur ces sujets-là, parce que il faut changer. C'est une culture nationale qui est à changer. En France, on soigne, on fait du cure, et en réalité, la prévention, elle doit s'inscrire dans un temps long. C'est une conception globale des prises en charge. On parle de santé populationnelle, c'est-à-dire sur un territoire, avoir une approche spécifique d'une population. Par exemple, les enjeux de santé ne sont pas les mêmes dans le nord de la France que dans le sud de la France, dans l'est, dans l'ouest. Chaque territoire a ses spécificités en fonction de quoi? De données démographiques, de données environnementales, de niveau socio-culturel, l'accès aux soins, l'éducation à la santé, Pascal l'a dit. Et donc toutes ces spécificités, elles nous poussent à quoi? À changer la logique des politiques publiques mises en œuvre pour justement lutter contre, là on parle de cancer, les facteurs, les paramètres sont à peu près les mêmes en termes de maladies cardiovasculaires par exemple. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Ça fait quand même réfléchir quand on sait qu'on connaît tous quelqu'un qui va ou qui a déjà eu un AVC, un arrêt cardiaque, etc. Enfin, voilà, c'est des sujets qui sont très importants et donc il faut agir. Alors comment on agit? Par une approche populationnelle, une approche globale, c'est-à-dire je ne suis pas dans le cure, c'est-à-dire je vais voir mon médecin, il me soigne, je le reverrai la prochaine fois que je suis malade, mais dans une stratégie globale, tout au long de la vie, avec une multitude d'acteurs, notamment hors du champ de la santé. Point fondamental, c'est-à-dire de ne pas laisser la prévention aux acteurs de santé. Ça, c'est un point qui est essentiel. L'éducation nationale a un rôle majeur à jouer. Pascal, tu l'as très bien dit. C'est dès l'enfance que ça se joue. Le rapport à l'alimentation, l'eau, la pollution de l'eau est à l'origine d'un nombre effrayant de cancers. Si on avait toutes ces données sous les yeux le matin, on serait tous beaucoup plus vigilants. Et puis, ça devrait guider l'action des pouvoirs publics. Donc, une logique One Health. One Health, c'est un terme anglais qui effectivement résume ce que je dis là d'approche de santé globale qu'Unicancer appelle de ses voeux, mais pas seulement la Ligue contre le cancer. Tous les acteurs clés de la cancérologie appellent à une stratégie qui serait interministérielle et qui dépasse largement le champ traditionnel de la santé qui consiste à aller voir son médecin traitant qui nous fait une prescription. Pas du tout. Il faut inscrire la société dans une stratégie d'amélioration de l'état de santé et que tous les acteurs y contribuent, publics comme privés, et c'est ça l'approche d'Unicancer et puis de l'université du Change Management. On parle donc de parcours de vie et non pas de parcours de soins, changement de mentalité qui est absolument fondamental, mais on en est très loin. La prévention, autre erreur, on a souvent tendance à penser que la prévention est en amont de la maladie, c'est-à-dire que c'est une campagne de publicité dans la tête des Français, la prévention. Alors qu'en réalité, en matière de cancérologie, c'est tout au long de la vie, je l'ai dit, on parle de prévention en amont des prises en charge, mais il y a aussi de la prévention à faire pendant la prise en charge, c'est-à-dire prendre en charge les patients de manière globale, avec un suivi des effets secondaires des traitements, par exemple. D'autant plus fondamental qu'aujourd'hui, un patient passe à peu près 5% de son temps à l'hôpital, 95% en dehors, et une bonne partie chez lui, avec l'aidant, qui lui n'est ni formé, ni accompagné, ni soutenu, ni rémunéré, et qui pour autant participe, plus même que les médecins, à l'accompagnement des patients. Et donc, la prévention pendant les soins, c'est encourager à l'activité physique qui se conjugue au traitement médicamenteux et qui permet de réduire les effets secondaires, d'améliorer l'efficacité thérapeutique. C'est donc tout cet accompagnement qui va dépasser le soin et tout au long de la prise en charge. Et puis après, évidemment, quand on a un cancer, je ne sais pas si vous le savez, mais on a malheureusement 2 fois plus de chances d'en développer un second. Donc on est à risque, tout simplement parce qu'on a déjà été malade. C'est injuste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a soigné le patient, eh bien on ne le lâche pas. On garde un suivi, on garde un contact, on fait des dépistages réguliers, on informe, on alerte et puis surtout, on favorise l'observance. Le patient doit être capable, non pas de s'auto-diagnostiquer. L'idée, c'est pas d'avoir une société libérale où chacun est responsable 100% de sa santé. Mais en tout cas, on garde un lien, on encourage la surveillance, l'observance. Ça, c'était la prévention dans les différentes phases avec l'exemple de la cancéro, mais je pense qu'il est transposable. Et ça, je fais très rapidement.
les centres de lutte contre le cancer sur le territoire, ils ont des atouts quand même essentiels pour piloter les politiques de prévention en matière de cancérologie, parce qu'ils ont des plateaux techniques de pointe, un savoir-faire, une expertise, une réputation aussi. Vous savez qu'on est Pascal en parlerait mieux que moi, mais on est dans une phase de grand doute de la société par rapport aux prises de parole d'experts dans les réseaux sociaux, etc. Sur leur territoire, les centres, ils ont cette capitale, de confiance. Le grand public écoute ce que dit un centre de lutte contre le cancer parce qu'il a toujours connu son centre sur son territoire. Et donc il y a un rôle clé à jouer en matière de diffusion de l'information. Et il propose surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des soins de support. Les soins de support, c'est tout ce qu'il y a d'annexe aux soins, mais qui est tout aussi fondamental. Et puis il y a effectivement un lien avec les collectivités locales, les centres régionaux de dépistage, de dépistage des cancers. Et puis c'est des missions qu'on souhaite développer vis-à-vis des pouvoirs publics pour jouer un rôle justement dans ce décloisonnement là de la vision un petit peu trop centrée de la prévention, qui est trop tournée vers le soin et qui, comme je le disais, est la clé, puisque si on pouvait éviter 40% des cancers, ça ferait à peu près 50 000 morts de moins par an. Alors, sur cette slide que tu présentes, Michael, à l'UC2N, donc dans l'université et dans ce groupe oncologie de l'université du changement en médecine, nous avons eu des présentations de très grande qualité. Alors, notamment, évidemment, Suzette Delaloge de Gustave Roussy a présenté MyPet, nouvelle stratégie du cancer du sein personnalisée selon le risque de chaque femme. C'est une étude européenne qui a marqué ou qui marque la recherche en santé publique. Nous avons eu également la présentation du professeur Pervers, qui est chez vous à Lyon et qui travaille très particulièrement sur ces sujets-là. Nous avons eu également une présentation du professeur Besson de Versailles, qui Béatrice Pervers a parlé notamment et a essayé de travailler, nous avons travaillé avec elle sur la prévention pendant le travail. Des études du professeur Besson, je reviens au professeur Besson de Versailles, qui a montré notamment que en hématologie, les leucémies lymphoïdes pouvaient, chez les femmes, pouvaient apparaître, que les femmes étaient particulièrement exposées à ces leucémies quand elles sont soumises à des dioxines, notamment atmosphériques. Nous avons également eu cette expérience qui nous a été présentée de cascade par le professeur Revel de la PHP, qui a fait en réalité du dépistage sur des femmes ciblées, sur des femmes fumeuses, et qui donne des résultats que nous dévoilerons d'ailleurs plus précisément la semaine prochaine. Et je voudrais citer également les travaux notamment du professeur Luciani, qui nous a été présenté en imagerie prédictive, notamment grâce à l'imagerie prédictive et aux data, on arrive à prendre mieux en charge, et au scanner, on arrive mieux à dépister les malades. Je voudrais citer également Mathieu Robin, qui est chez vous, et qui a fait des études et qui nous les a présentées sur les données de vie réelles qui sont générées par les activités de santé. Voilà. Les données de santé qui permettront d'améliorer les politiques de prévention. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on a aussi un axe qui est majeur, qui est que il y a une déperdition dans les politiques globales de prévention, c'est-à-dire de dire tous les hommes de 40 ans doivent aller se faire dépister. Ça marche pas. Le dépistage organisé marche peu. Et les données de santé peuvent permettre d'aider justement, ou les données épidémiologiques, de cibler davantage. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un homme pour développer un cancer de la prostate. Il y a un certain nombre de paramètres, l'hérédité, les facteurs génétiques. Et donc il faut essayer de s'intéresser au plus près des données de santé pour déployer des politiques de prévention plus efficaces. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des différentes régions, etc. Complété d'ailleurs également par des campagnes, évidemment, en prévention primaire, des campagnes d'information sur la prévention et le dépistage auxquelles vous êtes associés. Je crois, je vais conclure pour ma part, mais je pense que ces questions-là
on l'avait dit en introduction, sont devant nous. Il faut les traiter, il faut faire beaucoup mieux en termes de santé publique, de prévention. Probablement, nous avons la chance d'être dans une période où les prises de conscience se font pour plusieurs raisons. Le Covid a sans doute aidé. Probablement également une prise de conscience de la part des plus jeunes d'entre nous que les questions environnementales comptaient beaucoup. De manière plus pragmatique, l'organisation du système de santé et le coût du système de santé permet d'espérer en réalité que, en prévenant, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait moins de soins, que une fois que la maladie est arrivée, on arrive à mieux la gérer de manière donc mieux organisée, peut-être même moins coûteuse. Voilà. En tout cas, il y a sans doute, si tout le monde s'y met, il y a probablement une période d'espoir de faire en sorte que la prévention devienne un grand pilier de la prise en charge des citoyens et des malades. Donc, nous remettrons, pour terminer, d'abord te remercier Unicancer et notamment ses dirigeants, avec toi Sophie Beaupère et Jean Yvelet, le président, de la confiance que vous nous faites. On est quand même très heureux de se retrouver ici et de pouvoir parler de ces sujets, de travailler avec vous et avec d'autres. Hein. Il n'y a pas d'exclusivité, mais en tout cas, vous travaillez et de faire en sorte que nous puissions régulièrement présenter nos travaux, comme nous le faisons ici, mais nous les présenterons en réalité la semaine prochaine, le 31 mai, à l'Institut national des jeunes sourds, pour un des séminaires board, le premier séminaire board du printemps que nous réaliserons. Et nous, comme nous avons l'habitude de le faire, une note que Victoire et Charlotte ont préparée ici et qui a été le fruit en réalité de ces réflexions, de ces analyses d'experts, mais également d'échanges avec les professionnels de santé. Cela nous a été permis et je pense que tout cela est de grande qualité. Encore merci et puis continuez avec nous. Merci Pascal, merci tout le monde.